J'ai la rate qui se dilate, l'estomac qui est trop bas, la poitrine qui se débine, le coccyx qui se dévisse, nous dit la chanson. Et avec toutes mes douleurs, évidemment, je ne dors plus la nuit et le matin, je fais des allergies. Alors, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a prescrit toutes sortes d'analyses à faire. Je les ai faites et ils n'ont rien trouvé. Tout est normal, sauf que j'ai mal. Alors, mon médecin a ajouté d'un petit air entendu, c'est dans la tête que ça se passe. Comment soigner toutes ces douleurs, ces symptômes qui ne devraient pas exister? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Psychosomatique, j'ai l'honneur de recevoir deux psychiatres, pédopsychiatres, psycho quelque chose encore, je crois. Thérapeute. Oui, psychothérapeute. Et tous deux, vous êtes des virtuoses de l'hypnose parce que vous connaissez l'hypnose depuis très longtemps. Et vous vous connaissez aussi depuis assez longtemps, je crois. Oui. Alors dites-nous, comment vous êtes rencontrés? Nous sommes rencontrés à l'Institut Milton Erickson de Paris, chez Jean Godin. Jean Godin étant celui qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France. Donc c'est à la fin des années 80, et où Jean Godin a monté un institut sur Paris pour transmettre ce qu'on appelait à l'époque l'hypnose ericksonienne, à la différence de ce qu'on appelait l'hypnose un peu suggestive ou directive qu'il y avait jusque des années 70. Voilà. Alors après cette formation, vous avez vous-même, je crois, dites-moi si je me trompe, ouvert un institut Milton Erickson à Nantes. Nous avons ouvert un institut Milton Erickson à Nantes et Eric a participé à ce projet et pendant de nombreuses années, on a diffusé cette approche ericksonienne. Je dois dire qu'au début, il y avait pratiquement personne qui s'intéressait à l'hypnose. Les gens ont passé un peu pour des originaux. Hein. Et par la suite, progressivement, à la fois devant la qualité de la prise en charge, parce que ça amène énormément une attention sur la relation humaine, ça a commencé à se développer. Et aussi, beaucoup de collègues ont l'impression à ce moment-là aussi d'avoir des outils et des compréhensions pour aborder des situations qui étaient difficiles. Oui, j'ai l'impression que quand vous êtes intéressé à l'hypnose, ou même aux thérapies brèves, en général à la thérapie systémique, je crois, et à l'EMDR, c'était bien parce que vous êtes quelque part des explorateurs à la recherche de solutions. Nous sommes des explorateurs à la recherche de solutions. Dans notre pratique, en tout cas pour ce qui me concerne, d'abord de psychiatre et ensuite de pédopsychiatre. Et que ce qui m'a intéressé et qui m'a amené à devenir psychiatre et surtout pédopsychiatre, c'est comment un enfant peut se développer dans un environnement traumatogène et construire une vie, aujourd'hui on dirait de résilience. Alors est-ce que ça veut dire que les psychiatres sont tous un peu des enfants qui ont été traumatisés? Je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement que beaucoup de psys construisent leur histoire à partir d'une histoire où ils ont été mis en position de sauveur dans leur famille. Ah, d'accord, ok. C'est ce qui a amené certains auteurs à parler de guérisseurs ratés ou de guérisseurs blessés, parce qu'évidemment, un enfant mis en position de sauveur dans sa famille ne peut pas réussir, ne peut qu'échouer en position de sauveur. Donc c'est aussi une victime, en fait. Et ça devient une victime. Sauf qu'à ce moment-là, la position de victime n'est pas perçue. C'est la position de sauveur en échec qui est perçue. Alors qui donne envie de réussir à sauver d'autres personnes, alors? Je ne vous le fais pas dire, sauf que à partir du moment où on pratique, de mon point de vue en tout cas, des approches thérapeutiques sur la base de l'hypnose et dans une vision relationnelle, un des points les plus importants dans les formations, c'est d'apprendre aux thérapeutes à quitter la position de sauveur. Ok. Et donc, est-ce que l'hypnose, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez peut-être vécu un état de transe? Est-ce que ça vous a fait un effet avant-après ou ça a été plutôt progressif? Alors moi, la première fois que j'ai des souvenirs de vivre un état de transe, j'étais enfant. Je me rappelle, on mettait un point sur l'ongle, on fixait le point et on avait la main qui montait en lévitation. D'accord. Et je ne sais pas, j'avais 6-7 ans. C'est un jeu. Hein. C'était un jeu entre enfants. C'est un jeu entre enfants. C'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose. D'accord. C'est quoi ce phénomène où
finalement, ma main se met à monter toute seule. Et vous, Éric? Ma découverte en hypnose, l'hypnose a toujours fait partie de ma vie. Alors, comment ça, vous aussi, enfant? Même enfant, même petit D'accord, donc enfant. des états de transe peut-être Oui, pour aller sauf dans que dans un monde un peu différent du monde Voilà. ordinaire, c'est ça? C'est ça. Un C'est-à-dire état de que- refuge peut-être? Voilà, Ouais. c'est exactement ça. Mm. Et en fait, j'ai découvert que c'était de l'hypnose quand, à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai découvert dans la bibliothèque de mes parents un livre qui s'appelle Le manuel de l'étudiant magnétiseur du baron Dupotet. Et quand j'ai lu ce livre, la première réaction d'ailleurs a été une réaction de peur, parce que ça reflétait trop bien les expériences que je vivais. D'accord. Sauf que je les vivais en position de survie, et que la formalisation de l'hypnose a été de l'utiliser dans la thérapie. D'accord. Et donc, en tant que pédopsychiatre, vous êtes intéressé donc à qu'est-ce qui fait qu'un enfant est sain, enfin, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, Oui. et comment finalement, quand ça ne va pas du tout, comment rétablir, comment remettre, comment reconduire l'enfant dans un chemin de vie où il va pouvoir faire face à la vie? La base, et ça a été d'ailleurs le titre de mon mémoire de psychiatrie où j'ai transféré de l'enfant à l'adulte, la base, c'est le jeu. C'est-à-dire que quand il y a la capacité à mobiliser l'imaginaire, quand il y a la capacité à jouer, et je dirais la thérapie, la psychothérapie, c'est un jeu relationnel sérieux, mais c'est un jeu relationnel. Et quand un enfant ou un adulte est capable de jouer, c'est-à-dire d'activer et de jouer avec l'imaginaire, l'imagination créatrice, à ce moment-là, c'est qu'il est en bonne santé, ou que la personne est en bonne santé. D'accord. Alors moi, ce que la seule, enfin, donc j'ai découvert. Alors je vais un peu reprendre un petit peu parce que après votre parcours de psychiatre, vous êtes intéressé à ces différentes thérapies brèves, l'hypnose, la thérapie systémique Oui. et les mouvements alternatifs de l'EMDR. Oui. Et vous avez créé votre propre méthode HTSMA qui reprend l'acronyme de ces trois outils. Oui. Et dans cette... alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est à la fois une combinaison de ces différents outils et en même temps, ça va plus loin. Oui, aujourd'hui, c'est plus important. C'est bien pour ça que le sigle a été changé en thérapie du lien et des mondes relationnels, pour mettre en évidence que la base de la thérapie est d'abord la relation. Vous êtes bien d'accord avec ça, j'ai l'impression, Julien? Tout à fait. Pour Oui. parler des douleurs, pour habiter son corps, il faut vivre des relations vivantes. Avec son corps? Oui. Oui, avec son corps, évidemment. Oui, d'accord. C'est quand j'habite une relation, j'accueille mes ressentis sensoriels. Et lorsque le corps souffre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation qui pose problème. Dans la relation à l'autre? À l'autre. D'accord. Et donc à en fait, soi-même. le corps serait comme comme le reflet de ce qui se passe dans la relation, comme Voilà, ça répondrait directement, le corps Oui. répondrait directement à ce qui se passe dans la relation. Oui, quelqu'un vous parle de son corps, en vrai, il vous parle de sa relation aussi. Puisque c'est le corps relationnel. D'accord. C'est vrai que quand quelqu'un, par exemple, me dit quelque chose de désagréable, je vais ressentir Voilà. mon estomac qui se contracte ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, le corps est tout le temps en réaction avec tout ce qui se passe. C'est notre premier support de langage. Qu'est-ce que fait... On peut reprendre, hein. Le premier contact du nourrisson, c'est dehors, c'est avec l'enveloppe corporelle de sa mère. Et c'est le contact de la fusion du corps du nourrisson dans le corps de la mère. Et dans cet enveloppement sécure qui va prendre confiance dans la relation. C'est les bases. Donc tout du se joue développement. avant 6 ans, comme on dit. Voilà. Oui. Ensuite, le nourrisson, il regarde autour de lui. Donc et il va investir quoi en premier? Son attention va se porter sur ce que son entourage proche, déjà, sur lequel son entourage proche focalise son attention. Donc déjà, il absorbe le monde, donc il absorbe le monde. Mmh. Il absorbe le monde à travers à la fois son propre regard et le regard des proches qui ont une valeur affective pour lui. Et c'est dans ce bain-là qu'il va grandir et que va venir le langage et que les capacités vont se développer. C'est pour ça que le lien. Le lien. Vous voyez, c'est dans notre culture d'aujourd'hui qu'on parle d'esprit d'un côté et de corps de l'autre. Mais si on est dans une vision relationnelle qui passe par le corps et l'esprit, il est triangulé par
par la présence de l'autre en termes de relation affective, c'est-à-dire la singularité de la relation. On peut reprendre... Donc en fait, c'est le plaisir des états corporels, Oui. en fait, qui, par exemple, quand on a des amoureux, on dit Voilà. j'ai des papillons dans le ventre, des choses Voilà. comme ça. Donc, si j'avais une belle voiture Voilà. rouge, qu'est-ce que je serais content? On cherche tous des états intérieurs, à vivre des Voilà. états particuliers, presque corporels, en fait. Voilà. Alors, ce qui va vous permettre d'accueillir ces ressentis sensoriels, c'est la présence de ce partage affectif dans la Oui. relation. Mm. C'est dans cette expérience dans laquelle je suis avec l'autre, et l'autre enrichit ma vie, j'ai l'impression que ma vie enrichit l'autre, que j'accueille ce ressenti. Et à ce moment-là, le fameux plaisir, il se transforme en joie. Sinon, il faudrait tout le temps recommencer le plaisir, parce qu'il n'aurait quelque part, le sens du plaisir s'arrêterait. Tandis que là, il continue parce que la relation est présente. Ça va irriguer l'ensemble du monde affectif. D'accord. Donc ça irrigue l'ensemble du corps aussi, en fait. Ouais. Ce qui est notre dilemme en tant qu'être humain, c'est que nous avons des capacités de compréhension intellectuelle. Et en plus que nous sommes capables de généraliser nos idées. Oui. Et donc on est sans arrêt confronté entre la réalité, là, comme le studio, l'environnement, et puis l'idée qu'on se fait des choses, la représentation qu'on se fait des choses. Et en fait, on ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire dans le développement, ça nécessite de prendre appui sur des expériences tierces qui vont nous permettre de donner sens, à partir duquel, à notre expérience, à partir duquel on peut se positionner. Mais si nos expériences n'ont pas de sens, on ne peut pas se positionner. Alors prenons un exemple un peu concret. On revient sur notre thème des douleurs psychosomatiques. D'abord, Julien, j'aurais aimé, vous qui êtes un savant, Oui, c'est gentil. d'ailleurs, c'est vous qui êtes rédacteur en chef de la magnifique revue Hypnose et Thérapie Brève. Oui. Vous signez des magnifiques éditos. J'aurais voulu, en fait, que vous me définissiez un peu ce que c'est douleur psychosomatique, quand c'est psychosomatique. Alors, on va parler de douleur psychosomatique, ou on va parler aussi de douleur chronique, vous voyez, où la douleur commence à faire sens, même si c'est vécu par la personne comme quelque chose d'insensé, hein, puisque elle n'arrive pas à comprendre pourquoi cette douleur s'installe, et puis cette douleur perdure. Cette douleur vient à la place de quelque chose qui est absent, qui est la relation. C'est-à-dire que si la relation n'est pas en place, je suis confronté à du vide. Je suis seul au monde, je n'arrive pas à rentrer dans la relation avec l'autre, donc avec moi-même. Donc si on a mal quelque part, ça veut dire qu'on a un problème avec son mari, avec ses enfants, avec son frère, avec son beau-frère, etc. Avec des relations qui comptent pour le sujet. D'accord. C'est-à-dire donc avec ses proches, en fait. Oui, avec ses proches. Mm. Et ça, il y a aussi des relations qui se transmettent à travers les générations. Mais en tout cas, il y a un contexte de vie à un moment donné où il y a quelque chose dans la relation qui m'empêche, ou qui rend difficile pour moi de vivre ma propre autonomie, ma liberté dans la relation avec l'autre. Et donc, en fait, cette douleur qui se manifeste, elle vient dire « oui, ta relation va mal », c'est ça? Alors, elle vient dire quelque chose, la relation va mal, mais souvent, et c'est pour les douleurs qui durent, le paradoxe, c'est souvent quand la personne commence à souffrir, elle va sentir que l'autre est touché par sa souffrance. Et à ce moment-là, c'est là où la souffrance va faire lien. Ah, alors quand la souffrance fait lien, du coup, on ne peut pas sortir de la souffrance. Parce que du coup, on perd le lien. Alors. Exactement. Donc pour sortir de la souffrance, il faut pouvoir faire un travail dans la relation pour faire revenir la relation, c'est-à-dire la dimension affective. Alors, donc là, c'est un peu le bénéfice d'avoir une douleur en disant « oh là là, j'ai mal à la tête, oh ma pauvre chérie, etc. » Et donc du coup, ça vient construire quelque chose autour de la douleur. Mais on peut dire aussi « oh là là, j'ai mal à la tête » et puis l'autre n'en a rien à faire. Donc on n'est pas entendu non plus. Mais on est seul avec la douleur. On est seul avec la douleur. On arrête la douleur, il n'y a plus rien. C'est au moins un appel. Au départ, moi je pense que c'est ma perception, il y a vraiment cette dimension, à un moment donné, je fais beaucoup de choses dans la relation avec les autres, etc. Mais malgré tout ce que je fais, je me sens seul. Donc alors, et mais là c'est une généralisation quand même de penser que les douleurs psychosomatiques, c'est un sentiment de solitude en fait. C'est en lien avec. C'est en lien avec. C'est en lien avec. D'être seul ou d'être plutôt mal compris ou d'être isolé ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire votre corps, lorsque vous êtes dans des relations, vous vous sentez mal compris, isolé, etc. Votre corps, il souffre. Il va prendre la forme d'une douleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que vraiment les douleurs psychosomatiques, c'est l'expression d'un lien non satisfait en fait, d'une relation non satisfaite? Alors, à partir du moment où on est dans la douleur chronique. D'accord. Mais si c'est un symptôme qui surgit et qui est inexpliqué?
Enfin, je veux dire, la médecine ne... Mais c'est parce que justement, il y a un moment où la médecine répond à la douleur, mais la réponse à la douleur ne répond pas à la souffrance. Et je rajouterais qu'évidemment, c'est pour ça qu'il y a un lien. J'ai l'habitude de dire que ce qui marche ensemble, c'est dépression, traumatisme, douleur chronique. Parce qu'en fait, il y a à la fois la question de l'abandon, mais il y a aussi ou d'être seul, mais il y a aussi la question de tenir debout, et que sinon, derrière, il y a la peur de l'effondrement, de s'effondrer. Donc la douleur, dans son aspect, comment dirais-je, utile, si je peux parler comme ça, elle maintient la personne dans un sentiment de tenir, Ah oui, donc on est par exemple en lutte contre sa douleur, et du coup on est vivant en lutte contre sa douleur, et donc on a son problème qui est bien circonscrit, puisque ça devient la douleur, et ça devient presque peut-être comme un compagnon parfois des douleurs. Ça peut devenir comme un compagnon, et d'ailleurs c'est une voie dans la thérapie de transformer la douleur quand c'est des douleurs chroniques, en compagnon. Parce que, en fait, ce qui va amplifier la souffrance, c'est pas la douleur, c'est l'intensité de la douleur. Et l'intensité de la douleur est d'autant plus élevée que la personne a la conviction qu'elle est seule en train de se noyer dans sa douleur, comme on se noie dans l'eau, et qu'il n'y a personne pour venir. Ah, du coup, la douleur devient vraiment un compagnon et une sorte oui, d'amis quelque part, même avec qui on peut peut-être discuter. Oh là là, aujourd'hui, j'ai eu tant de bouffées de chaleur, finalement, ça me tient compagnie quelque part. En fait, quand on parle de douleur, j'aimerais préciser qu'il y a quand même quelque chose de très important à comprendre. C'est qu'il faut quand même se méfier de toute douleur fixe. C'est-à-dire que quand la douleur est plutôt sous forme de souffrance, elle a plutôt tendance à bouger dans le corps. D'accord. Parce qu'une douleur fixe, ça peut être... La douleur, c'est d'abord un signal d'alarme. Il faut quand même le répéter. Oui, bien sûr. Il faut d'abord aller voir votre médecin. Hein. Oui, c'est la première chose. Il faut aller faire toutes ces analyses et tout. Il ne faut pas dire, hop, c'est psycho, et puis... Ça, c'est vraiment important. Il faut se soigner, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que la médecine va répondre de manière symptomatique. Sauf qu'à partir du moment où on rentre dans une souffrance relationnelle à travers l'expression de la douleur, le traitement symptomatique qui a pour fonction d'éteindre la douleur, ben oui, mais si j'ai plus la douleur et que j'ai l'impression que si mon corps ne souffre plus, j'ai encore moins entendu et que j'ai encore moins existé, ben vaut mieux la douleur que rien. D'accord. Donc en fait, dans ce cas-là, les médicaments peuvent faire de l'effet, mais la douleur va se déplacer en fait, ou revenir autrement. Le symptôme va revenir. Ou n'avoir qu'un effet relatif. D'accord. Oui, ça ne va pas se soigner en profondeur. Ou pas d'effet du tout. D'accord. Mais ça signe, en retour, c'est ce qu'il faut dire, ça me semble-t-il, c'est que ça signe que là, le problème est d'abord et avant tout relationnel, avant d'être purement médical. Alors, dans cette méthode HTSMA, la première chose qui se passe entre le thérapeute et le consultant, c'est d'établir un espace de sécurité, c'est bien ça? Une relation sécure? Oui. C'est la base, oui. C'est la base. Alors, comment on fait concrètement? Est-ce que là, on peut installer une relation sécure entre nous? Comment vous faites ça? Vas-y, mais... Alors, la relation sécure, c'est une relation qui passe par la relation corporelle et qui a comme fonction d'amener à prendre confiance dans le fait que la relation humaine peut être un soutien. Donc c'est d'abord et avant tout un travail corporel. D'accord. Alors par exemple, là, qu'est-ce qu'on va faire avec notre corps? Eh ben, la base la plus simple, si c'est OK, c'est mettez le dos de votre main dans la mienne. D'accord, comme ça. Oui, j'ai vu que vous faisiez ça au cours des séances de thérapie. Oui. Et si la personne elle a du mal à poser sa main, ça veut dire qu'elle n'est pas qu'elle est dans le contrôle, en sécurité. Donc elle est dans la méfiance. Et donc là, je le pose pas vraiment. Alors est-ce qu'il faut que je pose mon poids pour que je... Et là, ça veut dire que la personne elle est en train de tester la capacité. L'autre à retenir la main. À retenir la main, c'est-à-dire qu'elle est dans l'effondrement. Vous voyez, si je tire, ça part au sol. Et donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ma vie, j'ai tellement de poids. Il y a tellement de douleur, et ma vie est tellement en souffrance et douloureuse, et j'ai tellement la conviction que je suis tout seul, que à l'extrême. Moi, je suis simplement impressionnée par vous.
Et donc, vous me donnez je ne sais pas Et qu'est-ce donc- qu'il faut que je fasse. Eh ben, Donc, juste, vous tirez la main, je suis, moi. eh ben, Vas-y. juste, vous voyez, Ah, c'est juste si c'est tenir. souple, D'accord, c'est juste Ouais, tenir. comme ça. voilà. Allez, allez, tiens. Non, dans l'autre sens. Allez. Ah, non, c'est Ah, moi non, qui comme ça. propose. C'est moi qui Voilà. propose. Voilà. Alors, ah oui, donc là, ça va. Il Et vous s'effondre allez pas. voir, et vous allez observer qu'à ce moment-là, vous allez faire une expérience étrange, c'est que les deux mains fusionnent. Fusionne, c'est-à-dire on va pas pouvoir se détacher. Vous me Oui. faites peur. On ne va pas pouvoir se détacher. Il va Mince, y on va avoir faire une toute l'émission sensation- comme ça. Il va venir une sensation de chaleur, Oui, c'est une vrai. sensation de douceur et C'est des doux. fourmillements. C'est doux. Et au niveau sensoriel, c'est l'expression de la relation d'attachement. Mm. C'est-à-dire le même contact que le pot à pot dans la relation mère-nourrisson. D'accord. Donc en fait, ce qui va se passer pendant la séance de thérapie, c'est que finalement, on reboot tout, on Oui. redémarre depuis le début, grâce à ce contact On dos peut de aller la travailler main les fondations. dans la paume. D'accord. Et vous avez eu comme ça beaucoup de bébés dans votre main. Enfin, je veux dire, beaucoup de consultants qui sont venus se lever dans le creux de votre main pour établir le lien d'attachement. Et j'ai eu des bébés aussi. Vous avez eu des bébés aussi. La plus D'accord. petite, elle avait 15 jours. D'accord. Et vous, Julien, vous fonctionnez comme ça ou pas dans vos séances? On peut se détacher là? Pas encore, non. C'est C'est très- contraignant votre truc. C'est Ah, très attendez, je me mets important. en plus. C'est très important. En fait, c'est toujours la main de la personne qui se détache. Et vous voyez, D'accord. et je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand votre main va se détacher, De toute la façon, main vous êtes en train d'accoucher là. Je vais sortir, la je vais main va sortir du garder, ventre. voilà, la main va garder la mémoire du contact. Et donc la séparation se fait dans la mémoire du contact. Ah. Et comme elle se fait dans la mémoire du contact, ça va être la base pour installer ce qu'on appelle la permanence du lien, c'est-à-dire la capacité à garder la mémoire de la relation, même si la personne n'est pas là. Et après, c'est là où vous demandez à la main où c'est qu'elle a envie de Oui, se poser, oui, c'est ça? c'est pour emmener l'expérience. Voilà. Oula, sur le micro. Une relation qui va faire du bruit. Voilà. Ouais, et en même temps qu'on pose la main, on accueille l'autre. Il y a Oui. cette dimension d'accueil. Donc on accueille l'autre. Donc on est dans une position, celui qui a une position de sécurité par rapport à l'autre. Donc la relation peut s'installer parce que l'autre ne va pas me laisser tomber. Il est là. Voilà. Ok. Et ensuite, dans la relation, je peux développer mon autonomie, mais mon autonomie va emporter le lien avec. Et à ce moment-là, je suis réassocié en termes d'hypnose. D'accord. En fait, le lien va perdurer en fait au-delà. Voilà. D'accord. Et pour Donc ça- là, on est définitivement en lien, si je comprends Oui, bien. Oui. c'est ça. Et pour ça, il y a quand même quelque chose avant. Oui. C'est de rentrer dans le même espace. Je suis complètement hypnotisée. C'est ça l'hypnose. C'est de rentrer dans le même espace. C'est-à-dire que l'autre accepte votre présence. Et ça, c'est le D'accord. travail sur la synchronisation et sur le rythme. Alors, pour bien expliquer, parce qu'on parle au grand public, qu'est-ce que c'est que la synchronisation? C'est justement l'art De s'ajuster. De de s'ajuster. s'ajuster. Voilà. C'est la même chose que quand on apprend à danser ensemble. On D'accord. synchronise nos corps pour que ce soit la musique qui embarque les deux corps à un tout. Et au départ, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se regarde, on s'ajuste, on se marche sur les pieds. Puis petit à petit, les corps ils s'accordent par effet mimétique. Et à ce moment-là, on peut commencer à danser ensemble. Et puis quand on a oublié l'apprentissage du mouvement et des passes, ben, à ce moment-là, la danse devient une danse de couple, elle devient harmonieuse et c'est la musique qui dirige. La musique, c'est le dialogue. Alors justement, mimétique, c'est très important pour vous puisque vous avez créé l'Institut Mimétis à Nantes pour justement enseigner cette nouvelle Oui. thérapie brève que vous avez développée au cours de toutes ces années. Oui. Julien, vous n'êtes pas un petit peu jaloux qu'il ait créé une méthode comme ça, votre copain Ah, Eric, pas du tout, non. Ça me réjouit. Parce que j'ai l'impression que dans l'hypnose, tout le monde cherche un peu à créer une Ah. méthode Ah, et je pour pense- inventer quelque chose de nouveau. Je pense que Eric fait partie des gens en France par rapport à l'hypnose les plus créatifs. Mhm, mhm. Parce qu'il a perçu un somme de choses que d'autres n'ont pas perçues. C'est-à-dire Mhm. que beaucoup de collègues sont formés à l'hypnose dans un cadre d'hypnose médicale. Mhm, On va travailler sur la douleur aiguë, mhm, mhm. donc permettre à quelqu'un pendant les soins d'être ailleurs. Mais c'est une hypnose dans laquelle l'objectif est précis, on sait, il est partagé, c'est le bien-être. Et donc on va suggérer le bien-être. Donc c'est une hypnose dans laquelle la suggestion de bien-être est importante. Tandis que l'hypnose, dans le cadre de la thérapie, c'est la relation qui n'est pas en place. Mhm. Et donc vous n'avez rien à suggérer. C'est pour ça que Erickson dit on ne sait pas quoi suggérer en thérapie. Puisque sinon, on va dire à quelqu'un ce qui est important, c'est que vous soyez libre. Soyez libre, c'est un double lien, c'est impossible. Ok. D'accord. C'est comment on peut rétablir
comment la vie peut revenir à travers la relation. Donc c'est l'installation de la remettre en relation. mouvement, en fait, quelque part. Voilà, c'est la Remettre remise en mouvement. Et c'est là où les mouvements oculaires interviennent, les mouvements alternatifs, pardon, inspirés de l'EMDR. Donc, pour expliquer, les mouvements alternatifs, c'est quand on tapote de gauche à droite ou quand on fait ce mouvement, enfin, de suivre avec les yeux. Mais on peut utiliser plein de mouvements alternatifs parce que le corps est en mouvement. L'intérêt du mouvement alternatif, c'est de faire remonter la stimulation Au cerveau. Pour pouvoir tisser. Et puis en plus... Alors, pour pouvoir tisser, parce qu'il faut nous pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire tisser. Parce que... Excusez-moi, oui. C'est pour pouvoir tisser l'expérience avec le mouvement corporel. La vie, c'est le mouvement. Oui. OK. Si le mouvement est... C'est le changement même, on peut dire. Le mouvement, le changement. Non, c'est la vie qui s'occupe du changement. La vie s'occupe du changement, d'accord. Nous, on s'occupe de quelle est notre place et quelle position nous prenons. D'accord. Et on était sur tisser. Alors tisser, en fait, c'est le mouvement corporel, je vais le dire simplement comme ça, qui va tisser les informations qui viennent et de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur de notre corps et de l'intérieur de notre corps. Donc en fait, quand on tapote comme ça, et tout le monde peut le faire finalement, de tapoter comme ça. Oui, on peut faire de l'auto-tapping. Qu'est-ce qui va se passer exactement dans notre cerveau? Eh bien, en fait, c'est en quelque sorte le bruit qui va venir resynchroniser mon vécu intérieur avec les perceptions extérieures. D'accord, et en plus, ça remet en phase en fait. Voilà, ça remet en phase, surtout que observer, plus ils vont être présents, plus ça veut dire que je suis présent dans l'ici et maintenant. Je ne suis plus dans le film que je me fais du passé, je ne suis plus dans ce que j'imaginerais de peur du futur. Là, je suis dans le moment présent. Dans le moment présent. Donc ça me réoriente. Ça réoriente. Et dans la relation patient-thérapeute, ça va les resynchroniser dans le même espace. D'accord. Donc en fait, quand la personne elle est vraiment en train de souffrir, parce que justement, elle est en train de revivre une relation tragique avec son père ou je ne sais pas trop quoi, donc à ce moment-là interviennent, peut intervenir les mouvements oculaires ou le tapping, et du coup la personne, elle revient dans le moment présent. Et dans le moment présent, ça va donner une forme d'hypnose particulière qui va faciliter la vision dans le présent. C'est-à-dire, je vais pouvoir non plus visualiser, par exemple, ma scène, une histoire dramatique, je vais pouvoir la voir devant moi. Alors que dans l'hypnose classique, on va emmener la personne, on lui suggère qu'on va l'emmener dans le passé. Sauf que dans le passé, on prend tout ce qu'on a besoin, mais pas ce qu'on a, mais aussi tout le reste. Alors que là, dans la vision dans le présent, là, la personne, elle a le soutien du thérapeute d'un côté. Oui, d'accord, elle est détachée de la scène du passé. Et là, elle va être détachée. Donc, il y a une partie d'elle qui peut observer, et en même temps, on peut travailler ensemble sur cette scène. Puisque dans la vision dans le présent, et le thérapeute et le patient peuvent être ensemble dedans. Alors, c'est un peu le moment de notre tip-top. Et Julien, en fait, l'idée de ce tip-top, c'est donc de pouvoir parler directement au public qui nous regarde pour donner des conseils, peut-être même sans hypnose, comment faire quand on a un problème relationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer quand on a une douleur qui est justement non expliquée. On va lancer tout de suite le générique. Donc, ce qui est important lorsqu'on a une douleur, c'est que la douleur n'empêche pas la relation de s'installer, puisqu'en même temps, il y a un appel à la relation, à une relation d'aide, mais en même temps que ça n'empêche pas. Et ça va se traduire pour moi par l'importance de percevoir que les autres, même s'ils disent des choses qui ne sont pas adaptées, et qui donnent au sujet l'impression qu'il n'est pas compris, de percevoir que l'entourage, malgré des fois des actions qui ne sont pas adaptées, a des intentions de rentrer en relation avec l'autre, mais il y a cette douleur qui est là et qui a des effets sur, pas simplement la personne, mais qui a des effets aussi sur l'entourage. Donc vous aimez à dire, l'homme est un loup pour l'homme, mais pas seulement, pas que. Voilà, c'est-à-dire que souvent dans les modèles dominants en psychopathologie, surtout sous l'influence du monde moderne et la manière dont a parlé Freud, qui était un peu pessimiste par rapport à ça, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'autre n'avait pas d'intention positive, c'est-à-dire une intention de participer à une relation, de faire vivre une relation, parce que faire vivre la relation avec l'autre, ça enrichit sa vie. C'est ce qui fait que chacun peut se sentir en sécurité,
parce qu'on sent qu'on peut enrichir la vie de l'autre. Qu'on fait partie de la meute. Oui, mais même dans la singularité, c'est-à-dire que l'autre grandit sa liberté, sa puissance de vie quand il participe dans une expérience intime avec vous. Et c'est ça qui donne l'expérience de la valeur personnelle du sujet. C'est le sel de la vie, on dit. C'est le sel de la vie. Et c'est là où on se sent en sécurité. Vous vous sentez bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est apprendre, non pas à penser à la place de l'autre, mais lorsque l'autre intervient, se mettre quelque part dans l'accordage avec l'autre. Essayer de rentrer dans l'accordage avec l'autre, même si la douleur empêche cet accordage. Et penser que la douleur a un effet, pas interne, mais la douleur, c'est un contexte qui va avoir des effets sur l'autre. Alors, comment on fait pour rentrer dans cet accordage? Tout à l'heure, on s'est tenu les mains, mais ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Je pourrais dire à la personne, à votre avis, qu'est-ce que la douleur empêche que les autres perçoivent chez vous? Une fois que vous êtes dans cette disposition, d'avoir un désir de retrouver une expérience que vous avez vécue avec cette personne, et aujourd'hui, la douleur est un obstacle par rapport à cette relation. Posez une question comme par exemple, qu'est-ce que cette douleur empêche que les autres perçoivent chez vous? Ou qu'est-ce que cette douleur vous empêche de percevoir chez les autres? Vous voyez qu'à ce moment-là, la douleur intervient entre les deux. C'est plus quelque chose d'interne. La douleur, il faut la mettre dans la relation, puisque au départ, ce qui pose justement difficulté pour le sujet, c'est de se sentir à l'étroit dans cette relation-là, de ne pas suffisamment avoir un espace pour développer ses capacités, ses potentialités dans cette relation. Parce que l'autre ne perçoit pas, vous voyez, que... Donc en fait, c'est un peu revenir en arrière s'il y a une relation de pouvoir qui s'est installée. Toute relation peut porter en elle-même une relation de pouvoir, pas de manière, je dirais, de manière même fort sympathique, vous voyez, mais on construit spontanément des relations qui peuvent se rigidifier en relations de pouvoir. Et quand vous êtes pris dans des relations de pouvoir, la difficulté que vous avez à ce moment-là, c'est comment je peux exister dans ce type de relation? Parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez exister que si vous répondez aux attentes de l'autre. Et vous dites, si je ne réponds pas aux attentes de l'autre, je suis évacué de la relation. Je ne vais plus être aimé. Et je ne vais plus être aimé. C'est exactement ça. Donc pour être aimé, on peut sacrifier sa liberté. Mais si on sacrifie sa liberté ou sa créativité, vous voyez, sa capacité de s'exprimer dans la relation. Donc non seulement les gens qui ont des douleurs chroniques, qui nous regardent, savent qu'ils souffrent de leur douleur, mais en plus qu'ils souffrent de leur relation. C'est quand même la double peine. Oui. Mais d'un autre côté, ces douleurs... Ça permet d'ouvrir aussi, de voir par où on peut ouvrir des nouvelles possibilités. Mais du coup, en fait, ces douleurs, est-ce qu'elles nous veulent du bien? Le fait de dire ça va pas, finalement, c'est aussi pour qu'elles soient entendues et qu'il puisse y avoir une prise en charge de cette relation, une prise de conscience peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a comme un appel au secours d'une partie intelligente de nous qui voudrait qu'on traite le problème? On a tous envie d'avoir des bonnes relations. On a tous envie de ne pas avoir mal. Oui, de ne pas avoir mal, mais on a envie d'avoir des bonnes relations. L'erreur, ce serait de croire quelqu'un qui se plaint de douleur. C'est le terme de bénéfice secondaire, que la personne en profite pour attirer l'attention sur elle, etc. Ce qui va favoriser chez l'entourage une position de rejet. Mais la personne n'a pas de bénéfice secondaire. Ça, c'est une interprétation. Ce que cherche la personne, c'est vraiment d'avoir des relations vivantes. Tout le monde cherche à avoir des relations vivantes, mais à partir du moment où la douleur n'est plus pensée dans la relation, mais pensée en interne, on est coincé. Donc tout le monde veut avoir des relations vivantes, enrichissantes avec les autres, et en fait, on est très souvent déçus, ça ne se passe pas. Donc on a l'air de ne pas savoir comment faire. Les êtres humains ont l'air assez démunis dans notre société Catherine, pour avoir des relations authentiques. Oui, j'ai bien aimé la question de la meute. Vous voyez, si je rebondis sur la meute, je dirais que notre dilemme, c'est comment transformer la meute en caravane et trouver sa place dans la caravane. Alors que dans la meute, la place, elle est indifférenciée, voire qu'elle n'existe pas. Dans les meutes, c'est très hiérarchisé. Hein. Oui, mais c'est vraiment des relations de pouvoir. Oui. Oui. Donc Voilà. dans une caravane, et on va où avec la caravane alors? Eh bien, justement, c'est le projet de vie. Vers où va la caravane? Dans quelle direction? Et justement, dans la question de la douleur, plus elle est chronique et plus elle est existentielle, et plus il n'y a plus justement d'autre place que pour le monde de la douleur, et il n'y a plus de projet. C'est comme si ça absorbe tout. Et la personne est de plus en plus seule parce que ça va absorber aussi l'entourage. C'est ça qu'il faut bien percevoir, c'est que ça a des effets sur l'entourage aussi. Pas que sur le sujet. J'ajouterais juste une petite note. C'est que pourquoi c'est aussi magique quand on parle de la, entre guillemets, du lien et du lien corporel? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est
c'est ce qui va se passer dans l'hypnose, ça va sécréter une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que cette hormone est un puissant antalgique. D'accord. Ah oui, donc tout serait lié. En fait, on se promènerait avec une espèce de dose d'ocytocine antalgique qui fait qu'on Oui. ne sentirait pas forcément les douleurs. Paf, on a une relation qui va pas bien, ça fait baisser le taux Et d'ocytocine ça fait monter là, le stress. et du coup, les douleurs apparaissent. Et le stress amplifie le vécu douloureux. Et D'accord. quand ça passe un seuil, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le problème du vécu douloureux, c'est que quand ça passe un seuil, c'est comme si on va avoir l'impression ou la conviction de plonger, de se noyer dans la douleur, comme on se noierait dans de l'eau. Évidemment, plus on va avoir la conviction s'engloutir, plus le stress va monter, plus le stress va monter, plus la douleur va monter. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est ce cercle vicieux qu'il s'agit de rompre dans le travail thérapeutique. Alors, dans le travail thérapeutique, il se passe des choses donc dans ce domaine thérapeutique de consultation, mais après, est-ce que ça a des effets dans la vraie vie? Comment ça a des effets dans la vraie vie? Je travaille sur un lien, je sais pas, émotionnel avec ma mère, et puis après, je vois ma mère, et elle me dit « Ah ben donc, c'est comme ça que tu es habillée ?» Enfin, je ne sais pas. Est-ce que comment ça va sortir comment ça va avoir un effet dans le monde concret? Alors, moi, je vais vous donner mon sentiment, qui est justement cette perception des intentions, puisqu'on rentre dans une relation, qu'on perçoit que l'autre a des intentions relationnelles. Hein, donc, on va accueillir ce qui vient, on va rentrer en mouvement à l'intérieur de la relation. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle cette dimension intentionnelle. Je vois qu'il y a une intention de l'autre de participer à cet échange, donc je vais rentrer dedans. Et bien, quand l'intention est en place, que vous ayez des actions négatives ou positives, hein, si elle vous dit t'es mal habillé, n'importe t'es mal quoi. habillé, ben, vous allez ressentir de la tristesse, mais vous êtes en capacité d'accueillir les ressentis sensoriels en rapport avec la tristesse parce que la relation est en place. Il faut que la relation soit en place pour qu'on soit en capacité d'accueillir nos ressentis sensoriels. Si elle n'est pas en place, eh ben, on va voir... Alors, elle est en place, mais elle n'est pas en place de façon satisfaisante, on va dire. Voilà, alors si elle n'est pas en place, ou insuffisamment en place, et ce qui est plutôt en place, c'est une intention qu'on perçoit comme négative, c'est-à-dire que l'autre, ce qu'elle cherche, c'est pas simplement la relation, vivre une relation avec nous, mais elle cherche à prendre le pouvoir sur moi, à montrer qu'elle a raison, etc. À ce moment-là, même si je suis bien habillé, je vais dire, pourquoi elle me dit ça? Où est-ce qu'elle veut en venir? Que je lui obéis? Vous comprenez? Vous êtes coincé. On se positionne un peu différemment alors. Ok, c'est vraiment la position dans la relation. Voilà. Parce que quand la position dans la relation n'est pas en place, que vous fassiez des actions connotées positivement ou négativement, de toute façon, c'est négatif. Donc le travail va m'aider à changer de posture, enfin Voilà. de rôle dans la relation, si j'ose Voilà. dire. Ouais. Parce qu'on ne peut quelque part se réassocier dans la relation entre une maman et sa fille que dans la mesure où il y a une perception des intentions relationnelles de chaque côté. Sinon, quoi qu'il se passe, ça va bloquer, la relation va bloquer. Évidemment, si c'est très négatif, je dirais, parce que la maman peut vivre dans des mondes traumatiques ou dans des mondes, une vision particulière de surprotection par rapport à sa fille, à ce moment-là, théoriquement, ce serait le rôle du père de dire attention, là, il faut lui laisser un espace d'autonomie et de liberté. Vous comprenez? Et je vais rebondir. Quand vous dites changer de rôle, oui, à condition d'entendre qu'il s'agit d'habiter le rôle corporellement et pas être dans un rôle de représentation. C'est ça la difficulté. Alors pour venir à ça, dans la thérapie que vous avez développée, l'HTSMA ou le TLMR, thérapie du lien et du monde relationnel, il y a un moment où ça passe donc par une représentation d'une scène, par exemple, donc voilà, la mère et sa fille, par exemple, et donc du coup cette scène, vous allez la travailler, vous allez la transformer. Comment ça se produit cette métamorphose? En fait, c'est pas une représentation, c'est une vision de la scène. Et donc, symbolique, non? Oui, c'est donc comme si c'est comme une scène de théâtre. D'accord. Donc la scène de théâtre, il faut d'abord une scène. C'est ce qu'on a. La scène, c'est le contexte. Après, il faut des personnages. D'accord? Donc il faut moins de personnages. Même s'il y a un monologue, il s'adresse quand même à quelqu'un. Donc il faut une scène et de personnages, au moins. Et à ce moment-là, on va travailler sur les liens. C'est-à-dire, on ne va pas travailler sur les personnes en tant que personnes, sur la scène en tant que scène,
mais sur les liens, les interactions, ce qui se passe entre chaque personne et la scène. Mais là, en lisant justement votre livre, Oui. de l'HTSMA, la thérapie du lien et des mondes relationnels, écrit par vous-même, votre fille Virginie et Stéphane Roy qui travaille à l'Institut Mimétis aussi, on a l'impression que vous transformez les choses, enfin, les choses sont métamorphosées symboliquement. En fait, il y a d'abord une externalisation et il y a la personne va livrer des métaphores de ses représentations mentales. Oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, donner un exemple? Imaginons quelque chose de très simple. La personne vient et vous dit « Oh, ma vie est une galère ». Vous voyez, si je ne fais pas attention, je vais m'imaginer la galère dont il me parle. Sauf que pour lui, c'est un commentaire. Vous voyez, pour cette personne, c'est un commentaire. Donc ça va être avec le questionnement de transformer la galère pour lui donner une réalité, vous voyez, à l'extérieur que l'on va pouvoir partager. Donc je peux dire, ah, quand vous dites ma vie est une galère, cette galère, elle est où? Au port, sur l'océan, ailleurs. Et le temps, il va être comment? Est-ce que c'est un temps calme? C'est une eau qui ne bouge pas? Est-ce que c'est la tempête? Vous invitez à un jeu finalement métaphorique. Exactement. De Et après, vous êtes ton symptôme. Vous êtes tout dans la galère. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et vous voyez qu'à ce moment-là, on va travailler sur les liens. Qu'est-ce qui se passe entre vous et les autres, vous et la galère? La galère est là où elle est, etc., etc. Et quand on travaille sur les liens, on peut transformer les liens. C'est les liens qu'on transforme. Je peux vous donner un exemple très simple. Oui, s'il vous plaît. Cendrillon, le manuel parfait. Qu'est-ce qu'elle fait, la marraine de Cendrillon? Cendrillon, elle a perdu son statut, elle est dans la misère. Hein, la petite Souillon qui nettoie. Eh bien, pour lui permettre de retrouver sa place de princesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer par prendre une citrouille, des rats, des vieux chiens, un vieux bout de tissu. Donc elle prend des éléments du monde de la Souillon. Et avec sa baguette magique, elle va les transformer en carrosses, laquais, chevaux et évidemment en robe de princesse. Mais comme elle sait que l'imaginaire est limité dans le temps et que ce n'est pas le réel, elle lui met un horaire, une limite. C'est comme si c'est la séance d'hypnose. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? La relation affective, c'est parce que le prince la remarque et la voit dans un regard dans lequel elle existe comme princesse et qu'elle reçoit le message en retour. Et c'est parce qu'il y a cet échange et ce message qu'à ce moment-là, elle peut faire l'expérience de la princesse qui est en elle. Et ce qui est magique, c'est que quand elle va partir, qu'est-ce qui se passe? Elle va être reconnue comme une princesse. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un détail. Il y a comment dirais-je moi, une chaussure, un escarpin de verre qui va être dans le réel et un escarpin de verre qui va disparaître parce qu'il est dans l'imaginaire. Parce que les règles dans l'imaginaire, c'est que ce sont les règles du réel. Et c'est l'escarpin de verre dans le réel qui va faire quoi? Eh bien, qui va permettre d'accéder à sa singularité. C'est-à-dire que cette chaussure, elle ne va qu'à Cendrillon et à personne d'autre. Cendrillon comme princesse. Éric, vous êtes un conteur formidable. N'est-ce pas? Merci. Voilà. Un véritable conte de fées. Et d'ailleurs, vous utilisez la baguette magique. Oui. Absolument, qui est justement un outil finalement thérapeutique qui permet de transformer les choses. Effectivement, à condition qu'il y ait de la matière. Mais bien sûr. Alors, et la relation. Et oui, parce qu'ici, dans la vie ordinaire, je dis, c'est avec une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? La personne ne va pas enchaîner, mais quand elle est dans cet état particulier d'hypnose, vous parlez de transe de coopération. Oui. Donc, une transe de coopération, c'est une transe qui se fait progressivement, comme ça, parce que... C'est-à-dire que, à partir du moment où je vais donner une première suggestion, c'est pas que la personne obéisse à la suggestion qui m'intéresse. C'est comment son corps va répondre à la suggestion. Et en fait, je vais ensuite m'appuyer sur les réponses, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans la relation. C'est-à-dire que je vais donner un exemple concret. Si je dis vos yeux peuvent se fermer, je ne vais pas dire vos yeux peuvent se fermer si les yeux de la personne n'ont pas déjà commencé à envoyer comme signe qu'ils sont prêts à se fermer. D'accord. Donc c'est une acuité visuelle.
Voilà. Donc ça nécessite d'observer. Ça nécessite d'observer. D'observer. C'est ce que nous recommande l'hypnose ericksonienne. Voilà. D'observer. Vous observez. Ok. Parce que, comme l'a montré les neurosciences, la réponse corporelle est première à au fait qu'on conscientise notre réponse. Et donc, c'est vrai que le corps et l'esprit, évidemment, sont liés, on n'a plus besoin d'en parler, mais je trouve que c'est toujours étonnant que finalement, quand on prend une posture, l'esprit suit aussi quelque part. On ne peut pas être déprimé en faisant tralalalala. Oui. Et on ne peut pas être fou de joie quand on est en position fétale en train de pleurer sur le plancher. Enfin, je veux dire, on est bien d'accord. On est bien liés comme ça, complètement. Mais il ne s'agit pas de remettre en cause le mental, c'est de le mettre à sa juste place. C'est-à-dire que c'est dans l'expérientiel qu'émerge le mental et pas l'inverse. C'est-à-dire que le mental et la traduction par le langage permet de l'enrichissement par l'histoire, dans l'après-coup, du témoignage et de l'enrichissement des histoires réciproques. L'inconvénient, c'est que notre mental, on le met avant de faire l'expérience. D'accord, donc vous remettez des choses dans l'ordre. Voilà. Finalement, le corps d'abord, quelque part, les ressentis d'abord. Oui, la sensorialité. C'est vraiment ça. L'émotionnel, l'imaginaire et le cognitif, le mental, l'intellect. Ouais. Il n'est pas premier. Il émerge de la relation. C'est vraiment ça qui est central. La vision souvent que nous avons dans la culture, c'est deux individus séparés qui peuvent être secondairement l'interaction. Mais les individus n'existent que si eux-mêmes, leur singularité n'est présente que s'il y a ce bain affectif derrière, si la relation est en place. Donc ce qui est premier, c'est ce bain affectif, cette relation qui est là, dans laquelle va émerger la singularité. Alors on n'apprend pas tout ça à faire des bains affectifs pour que les singularités émergent. Regardez, aujourd'hui, il y a une mode d'aller se faire des câlins dans la rue. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est très artificiel en fait, quelque part. D'ailleurs, ce serait pas artificiel, ça serait encore plus inquiétant. Oui, c'est pareil, la question de la position, on en disait. Donc, quelqu'un qui est dépressif, il va être comme ça, il ne va pas être comme ça. Mais s'il est comme ça, pour être comme ça, il faut imaginer que quelqu'un se réjouit qu'il soit comme ça. Qu'il ne soit pas dans le vide. Ce n'est pas un comme ça dans le vide. C'est un comme ça dans le monde relationnel. Oui, d'accord. Et donc, il y a quelqu'un qui pourrait se réjouir que je sois comme ça. Vous sentez D'accord. C'est pas moi tout seul, c'est pas mon corps tout seul, vous voyez, c'est le corps en relation. Donc vous m'avez complètement hypnotisé, messieurs, et justement, c'est le moment d'hypnose, c'est le moment d'hypnose que va nous faire Éric Bardot. Il a intitulé ça séance imaginaire et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc le moment d'hypnose, c'est maintenant. Une caméra là. Et 50, on va jusqu'à 60. Bonjour, je vais vous proposer une séance d'hypnose imaginaire, c'est-à-dire que je vais faire cette séance pour permettre à des personnes qui ont à gérer leur vécu douloureux lorsqu'il devient trop envahissant, comme je le ferai avec un patient, une patiente à mon cabinet. La première chose que je vais vous proposer, c'est d'abord de vous installer dans un endroit où vous vous sentez suffisamment confortable ou qui vous convient le mieux. Et dans cet endroit qui vous convient le mieux, de choisir ça peut être votre lit, un fauteuil, un endroit où vous pouvez installer votre corps. Et lorsque votre corps va être installé, ça peut être le lit, ça peut être un fauteuil, et je répète, qui vous convient le mieux. À ce moment-là, je vais vous proposer de porter votre attention d'abord sur le point douloureux, le plus douloureux, là où le vécu douloureux est présent dans votre corps. Et qu'est-ce qui me mène à vous proposer de focaliser votre attention sur ce point douloureux? C'est que la douleur a déjà focalisé votre attention et a déjà un puissant effet hypnotique. Et qu'en fait,
quand on va faire cette séance et qu'on commence à faire cette séance d'hypnose, l'objectif, c'est de vous déshypnotiser de l'emprise de ce vécu douloureux sur vous et sur votre existence pour l'orienter vers votre espace de vie. Aussi, une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir focaliser votre attention dessus. Et c'est parfaitement OK si la première perception qui vous arrive est une légère augmentation du vécu douloureux. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir focaliser votre attention, porter votre attention d'un côté sur ce vécu douloureux et de l'autre sur une autre partie de votre corps, une partie de votre corps où l'expérience que vous avez va être plus apaisée. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir observer comment il va vous être possible de rester en équilibre. Et là, dans cette position, en contact avec le lieu dans lequel vous êtes, en contact avec le fauteuil ou le lit dans lequel votre corps est, il va vous être possible de faire venir à vous, là maintenant, le souvenir d'une situation dans laquelle votre corps, toute votre expérience, a été une expérience d'apaisement, de calme, de tranquillité, où votre corps était plus acceptable au niveau de son vécu. Et à ce moment-là, je vais vous proposer d'accueillir les images qui viennent d'un lieu. Ce peut être un lieu à la campagne, ce peut être un lieu à la montagne, ou ça peut être un lieu au bord de la mer ou ailleurs. En tout cas, un lieu dans lequel il va vous être possible de retrouver les sensations, ces sensations qui vont faire exister, rendre présent ce lieu. Ce peut être des odeurs, ce peut être des couleurs, ça peut être des images, ça peut être d'autres choses encore. Et dans ce lieu, ce qui va être important, c'est d'observer et d'accueillir la toute première personne qui va venir se mettre en lien, c'est-à-dire en relation avec vous. Une personne qu'il va vous être possible d'observer comme une personne capable d'accueillir la personne que vous êtes, au-delà de la douleur. Et lorsque cette expérience va venir, il vous suffit simplement de focaliser votre attention sur ce qui se passe dans votre corps et plus particulièrement sur votre respiration. Et ainsi, avec votre respiration, il va vous être possible d'accompagner et d'entrer de plus en plus, lentement, tranquillement dans l'expérience. Et là, quand cette expérience va être présente, il va vous suffire tout simplement et tranquillement de permettre de prendre le temps qui va être nécessaire à votre corps pour accueillir les effets de cette expérience. Vous pouvez vous donner d'ailleurs un temps, 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, ou même 5 minutes. Car plus cette expérience va être présente, et plus comme un apprentissage, ça vous sera de plus en plus facile de la mettre en place. Et puis, vous n'avez besoin de ne rien faire d'autre que de ne rien faire. Votre corps saura parfaitement quand il sera prêt à revenir tranquillement. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir vous réorienter en vous étirant, en respirant profondément et en rouvrant les yeux si vos yeux se sont fermés.
Merci Eric pour ce moment d'hypnose. Julien, vous êtes parti en transe, je vous ai vu. Oui. Est-ce que vous aimez beaucoup la voix de votre complice, la voix hypnotique de votre complice? Je trouve que la transe est un moment où on est présent à l'autre, à soi-même. Il y a quelque chose qui s'ouvre en termes de créativité et une relation au corps je dis, moi, je pourrais dire, malgré la douleur, là, puisque leur envoyé c'était par rapport à la douleur, on peut se connecter à d'autres expériences que la douleur et surtout relier cette autre expérience au fait d'accueillir quelqu'un. Parce que c'est dans cette relation vivante finalement que les ressentis corporels sont accueillis. J'ai beaucoup aimé votre douleur vous hypnotise. Alors là, j'ai vraiment senti la douleur m'hypnotiser. Et je suis descendue plus profondément. Ouais. Et j'ai trouvé ça très rigolo, effectivement. En fait, le secret, c'est qu'on ne s'occupe pas de la douleur, on s'occupe de la relation à la douleur. Et que dès lors qu'on transforme la relation, on va accueillir le vécu douloureux, va devenir réduit à sa plus simple expression. Et à ce moment-là, la plupart du temps, les gens, quand ils consultent pour la douleur, quand la douleur est chronique ou quand elle devient existentielle, en fait, la douleur, elle est dans leur vie depuis longtemps. C'est au moment où ils n'ont plus, où la douleur prend le pouvoir sur eux, qu'à ce moment-là, ils consultent. On a l'impression que finalement, enfin, moi, mon ressenti quelque part, c'est que je ne sens pas trop mon corps, sauf quand j'ai mal, en fait. Et souvent, d'ailleurs, les gens disent bon, alors, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais ne plus avoir mal, j'aimerais bien me sentir bien. Et comment c'est quand vous vous sentez bien? C'est rien, en fait. Je ressens rien, et là, je me sens bien. Eh bien, il y a une petite question magique. Ce rien que vous ressentez rien, il est où dans votre corps? Alors les gens ils vont dire dans la tête, et du coup oui, ils vont dire dans la tête ça serait plus léger, ou dans le cœur ça serait plus palpitant. Eh bien, on va partir sur les organes. Qu'est-ce qui vous dirait votre cœur? Il me dirait tic-tac, t'es vivante. Comment ça réagit dans votre corps quand vous entendez votre cœur dire tic-tac? Ça me réjouit. Et bien voilà. Et quand ça vous réjouit, c'est une expérience première ou vous en avez déjà fait l'expérience d'autres moments dans votre vie? En fait, il bat tout le temps, mon cœur. Oui, mais une expérience qui vous réjouit. Ah, une expérience qui me réjouit. Oui, oui, mais c'est vrai que je trouve alors évidemment, je parle de moi, mais forcément, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre. Mais très souvent, je trouve qu'on est un peu coupé justement de ces ressentis, justement, parce que si on a des ressentis désagréables, on n'a pas du tout envie de les ressentir. Donc, on a un peu tendance à couper tout ça. Alors, je vais dire deux choses. La première, c'est que c'est dans ces expériences-là qu'existent ce qu'Erikson appelait qu'appelle les ressources de vie. Et la deuxième chose, c'est qu'un ressenti désagréable, il contient une information. C'est-à-dire qu'il dit, là, dans ce que tu es en train de vivre, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et même si on ne peut pas, comprendre intellectuellement ce qui ne colle pas, notre corps nous dit, eh oh, là, ça ne colle pas, là. Et qu'est-ce qu'on apprend à faire très tôt? À éteindre la douleur avec des médicaments. Donc, ferme-la et on continue. Oui, ferme-la, on la continue, ou je vais prendre un Doliprane, puis ça ira mieux. Voilà, ou je prends un Doliprane, sauf que l'information, on l'a fait taire. Au lieu de prendre appui dessus, pour savoir, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Donc la grande leçon de cette émission, c'est d'écouter notre corps, d'écouter notre sensorialité, d'écouter nos sens, et d'écouter nos sens aussi quand on est en relation. C'est ça, encore plus. Et c'est la qualité de nos ressentis quand on est en relation qui vont nous dire si cette relation nous réjouit ou pas. Et c'est très important parce que ça veut dire que tout ce qui est du bien-être, du plaisir, du bonheur, c'est un effet en retour de la manière dont on va agir. C'est pas du direct. Oui, c'est la base. En fait, c'est sur nos ressentis intérieurs qui vont nous permettre d'agir dans un sens ou dans un autre. Et qui vont être accordés avec ce qu'on vit à l'extérieur. Et à ce moment-là, on a l'apaisement. À ce moment-là, on a l'expérience de bien-être. À l'expérience, on a l'expérience de joie. Évidemment, quand elle se répète, on va pouvoir dire « Ah, j'ai une belle vie, j'ai une belle vie. » D'accord. Donc, en fait, notre corps, on peut avoir beaucoup de plaisir avec notre corps, en fait, finalement. Enfin, je veux dire, au sens large. Notre corps en relation. Notre corps en relation. Voilà. Sinon, dans l'autre alternative, on risque de tomber dans des comportements addicts. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. J'espère que vous êtes tous éclairés. Et je vais vous inviter, c'est la fin de l'émission, je vais vous inviter
à me rejoindre pour être bien en lien sur ce canapé, pour que je puisse expliquer comment nous pouvons, je vous en prie, installez-vous. Je vous fais des petites places, voilà, on peut pousser les coussins. Voilà, voilà nous sommes maintenant en lien. Hop, hop, je ne sais pas. Et donc, où on peut vous retrouver? Donc, Éric Bardot, on peut vous retrouver par l'intermédiaire de votre livre. Voilà. Oui. Et on peut aussi vous retrouver à l'Institut Mimétis, donc, que vous avez créé, qui est un institut de formation réservé aux professionnels de santé et à la relation d'aide, qui se retrouve à Nantes, à Paris, mais aussi à La Réunion. Oui. Je sens que vous faites des petits voyages là-bas, à La Réunion. Voilà, pour faire des réunions, en fait. Pour faire des réunions, oui. Dans un univers où il y a beaucoup de travail. L'Institut aussi propose un congrès tous les ans, tous les 2 ans? Tous les 2 ans, mais Tous les 2 ans. exceptionnellement, cette année, ce sera... Voilà, au mois de juin, au mois de juin. sur le thème de s'accorder. Donc s'accorder, on a vu que c'était comme une danse pour être ensemble. Ouais. Co-créer, Oui. c'est pour justement co-créer avec la relation entre le patient et le thérapeute, Oui. co-créer ce monde. Et puis transmettre, puisque vous avez envie de transmettre votre méthode Voilà. à tous. Est-ce que vous formez beaucoup de psychiatres? Aujourd'hui, la population est essentiellement des psychologues, psychothérapeutes. D'accord. Et c'est comment dirais-je, féminisé de manière très importante. D'accord, ok, très bien. Alors, Julien, vous êtes rédacteur en chef, comme je l'ai dit, de cette revue, Hypnose et thérapie brève, Oui. qui a un véritable contenu. Il y a des hors-séries. Il y a un hors-série par an, plus 4 numéros. Voilà. 4 numéros par an, plus un hors-série, ça fait 5 je dirais, occasion de lire, d'approfondir, de réfléchir. Et dans celui-là, la relation thérapeutique, il y a un bel article de vous Oui. qui est assez complet sur Oui. la relation. Voilà. Voilà. Donc pour en savoir plus sur Julien ici, Voilà. avec cette revue. J'ajouterais que Julien interviendra aussi au congrès. Voilà, donc j'interviendrai au congrès. Vous êtes thérapeute chez Mimétis en thérapie narrative. Voilà, j'interviens, on fait une formation ensemble de thérapie narrative, qui fait partie des thérapies brèves, on pourrait dire. On travaille beaucoup justement sur cette dimension de l'intention et de la relation. Et le sens de la vie, qu'est-ce qui fait que le projet de vie d'une personne tient la route ou pas, vous voyez. Donc c'est les conversations où on va amener quelqu'un à se libérer des histoires dominantes, douloureuses, par exemple, dans lesquelles il est pris, pour aller vers d'autres histoires de vie dans lesquelles il y a plus d'espace pour retrouver quelque chose d'agréable. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à nos téléspectateurs? D'avoir des vies agréables? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? C'est quoi le petit mot de la fin? D'oser vivre leur vie. Ouais. Voilà. Osez vivre votre vie. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait mourir, c'est pas grave, mais ne pas vivre, oui, c'est très grave. Voilà, une parole de sage. Eh bien, c'était notre émission Les Virtuoses de l'hypnose. Eh bien, à la prochaine. Au revoir. Potentiel. Et du J'ai un potentiel. potentiel d'amélioration.